Donc on va parler aujourd'hui des Creative Commons. Pour ma part, je suis développeur ici à l'université, donc je suis informaticien. Je fais aussi des ateliers sur un certain nombre de domaines. Donc là, c'est la première fois que je le fais sur les Creative Commons. Ceci dit, j'ai été actif au début des Creative Commons lorsqu'elles ont été adaptées au droit français. J'ai diffusé un petit peu, traduit des contenus autour de ces thématiques. Et je suis actif sur des projets aussi de logiciels libres ou de contenu libre. Et à l'époque, lorsque les Creative Commons sont arrivés, il y a eu beaucoup de débats sur ces outils, sur ces licences. Ce que je propose de faire, c'est de vous montrer dans un premier temps une vidéo très courte qui se trouve sur le site de Creative Commons France, qui va résumer très vite ce que sont les Creative Commons. Et ensuite, je vous propose de revoir ça plus en détail. On essaiera de voir un petit peu le contexte dans lequel sont apparus ces outils. On essaiera de voir pourquoi ça peut être intéressant ou utile pour vous et puis pour la société au sens plus large. On verra les différents types de licences Creative Commons qui existent et comment on peut les identifier. On verra comment on peut rechercher des contenus qui peuvent être utiles pour vous à réutiliser dans d'autres cadres. Et on verra des exemples en ce faisant. Et on verra comment aussi on peut simplement publier un contenu sous une licence Creative Commons si vous créez quelque chose d'original ou si vous créez une œuvre dérivée à partir de choses qui existent déjà. Ouais, on va y arriver. Creative Commons est une organisation non gouvernementale à but non lucratif. Elle a conçu des licences qui ont été adaptées dans plus de 70 pays, dont la France. Utilisées par les créateurs et leurs partenaires, ces licences permettent de réutiliser des contenus et des données de manière simple et sécurisée. Les 6 licences jouent sur différentes options qui peuvent être combinées les unes aux autres. Elles conditionnent le degré de liberté que l'auteur accorde aux utilisateurs. Des outils protègent et valorisent le domaine public. La mention back, qui impose la citation de l'auteur, est obligatoire. L'option SA indique que l'œuvre doit être partagée sous la même licence que celle choisie par l'auteur original. L'option MD signifie que l'utilisateur n'a pas le droit de modifier l'œuvre. L'option NC interdit tout usage commercial. Ces licences sont interopérables et non exclusives. Elles évitent des coûts de transaction, fluidifient les usages numériques et s'inscrivent comme un complément au droit d'auteur. Les licences Creative Commons sont compatibles avec le système juridique français. Elles créent un équilibre entre les droits des créateurs et ceux des utilisateurs. Aujourd'hui, il est possible d'accéder à des millions de contenus et de données sous licence Creative Commons. Ok. Donc on va revoir ça plus en détail. Donc je vous propose d'abord de voir le contexte, c'est-à-dire comment et pourquoi les licences Creative Commons se sont développées. Vous trouverez des informations évidemment en utilisant un moteur de recherche. Vous allez tomber très probablement sur la Wikipédia qui va vous expliquer ce que sont les Creative Commons. D'ailleurs la Wikipédia elle-même, l'ensemble des contenus de la Wikipédia est sous une licence Creative Commons qu'on trouve tout en bas. Ici on ne voit pas les logos, mais c'est une licence attribution, partage dans les mêmes conditions qu'on verra un petit peu plus tard. Et ce sont ces logos qui vont permettre d'identifier les restrictions qui sont demandées en fait par les auteurs. Donc très brièvement, et on verra ça plus en détail, le petit bonhomme, ça veut dire qu'il faut toujours citer l'auteur, donc attribution. Le petit dollar barré, en Europe, on verra plutôt un euro qui est barré, ça veut dire pas d'usage commercial sans demander l'autorisation de l'auteur. Le petit égal, ça veut dire pas de dérivation, d'usage dérivé d'une œuvre sans demander l'autorisation de l'auteur, sans l'accord de l'auteur. Et puis la petite flèche qui revient sur elle-même, ça veut dire que
si on modifie une œuvre qui a cette contrainte, à ce moment-là, il faut que l'œuvre que vous allez aussi créer ait exactement la même licence Creative Commons que celle dont vous êtes partie. Et on verra qu'en répondant à seulement deux questions, on va créer 6 licences Creative Commons que vous retrouverez un petit peu partout sur Internet, puisque maintenant elles sont utilisées de façon très large. Ça a débuté au début du siècle, 2001, et le fondateur de ce système-là s'appelle Lawrence Lessig, et c'est un avocat, un professeur de droit qui est connu aux États-Unis. Il intervient sur de nombreux procès liés à la propriété intellectuelle, et il enseigne dans les universités, les grandes universités américaines. Pour ma part, j'avais lu 2 livres le concernant. Le premier, c'était L'avenir des idées. Et au départ, je croyais que c'était un roman de science-fiction, puisque le titre est un petit peu bizarre. Les idées, ont-elles un avenir ou pas? Et dans le livre, il décrit toutes les difficultés qui sont liées à créer un documentaire, par exemple. Il suffit que quelqu'un dans le champ passe avec une canette de Coca-Cola ou quelque chose de visible, de reconnaissable sur un t-shirt pour entraîner tout plein de soucis en termes de légalité de ce qu'on peut faire. Et il s'interroge sur une culture finalement qui ne peut plus se baser sur des éléments contemporains, puisqu'il est tellement difficile de rester dans le cadre de la loi pour créer quelque chose de nouveau. Et j'ai lu aussi un deuxième livre qui s'appelle Free Culture, free au sens de libre et non pas au sens de gratuit, dans lequel il explique l'histoire du copyright côté États-Unis. Et c'est une histoire qui est complexe, qui est une histoire liée aussi au pouvoir des moyens de production et de diffusion vers beaucoup de consommateurs. Et il explique l'émergence des Creative Commons. Donc le point de départ des Creative Commons, ce n'est pas le logiciel libre, contrairement à ce que certains pouvaient penser à l'époque, mais il va vraiment s'appuyer en fait sur le copyright et sur le droit d'auteur pour essayer de donner davantage de droits et d'usages sur les contenus. Il y a beaucoup de choses qui existent sur Lawrence Lessig en ligne. J'ai mis un lien vers une vidéo qui explique en 1 heure ce qu'il essaye de faire par rapport à la propriété intellectuelle et l'économie numérique. Il y a des vidéos aussi de lui sur TED, pour ceux qui connaissent ce type de format, il y en a 3. Et puis il y a beaucoup d'autres vidéos de lui sur YouTube. Et c'est un avocat, alors il parle très bien, c'est en général intéressant, mais c'est en anglais. Donc on va surtout parler de copyright et de droit d'auteur. Alors le copyright, c'est plutôt la version anglo-saxonne, l'idée c'est quand même la même. C'est que ces systèmes de protection des œuvres et des auteurs a été inventé pour essayer de protéger en fait les gens qui souhaitent vivre de la création d'œuvres qui peuvent être très longues à créer. Le droit d'auteur, c'est plutôt le versant européen français, et on se fixe plus sur la vie de l'auteur. Et le copyright, on se fixe plus, c'est plutôt anglo-saxon. Et au départ, le point d'origine, c'est la divulgation de l'œuvre, même si ça va évoluer dans le temps. Aujourd'hui en France et dans la plupart des pays européens, les œuvres sont protégées automatiquement jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Aux États-Unis, le copyright était d'abord fixé sur la divulgation de l'œuvre. Et aujourd'hui, ça dépend en fait du contexte. Si l'œuvre appartient à une entreprise ou à un groupe ou à un pseudonyme ou n'est pas connu, c'est protégé aux États-Unis jusqu'à 95 ans après la divulgation de l'œuvre. Et si c'est un auteur unique qui est connu, c'est aussi 70 ans après la divulgation de l'œuvre. J'ai mis une petite page Wikipédia qui vous montre par pays les différences. Ceci dit, le système Creative Commons est là pour simplifier tout ça et expliquer aux gens ce qu'ils vont pouvoir faire avec les contenus. Le problème que dénonce Lawrence Lessig, ce n'est pas vraiment celui du copyright ou du droit d'auteur, mais ça va être surtout la dérive du copyright et du droit d'auteur qui va se développer au cours de l'histoire et du temps, et qui va rentrer aussi en collision avec des usages du numérique qui vont exploser. On va avoir tout plein de contenus qui vont être créés, dont certains contenus ne sont pas forcément à une vocation commerciale. Donc c'est en réaction à cela qui va créer les Creative Commons. Alors quelle dérive? Elle va se situer à 2 niveaux. D'une part, la protection devient automatique.
C'est-à-dire que si vous griffonnez quelque chose dans cette salle ou un café et que vous partez, ben vous n'avez même pas besoin en fait de l'enregistrer. Si vous pouvez prouver la paternité de ce que vous avez fait par la suite, de toute façon, elle est protégée jusqu'à 70 ans après votre mort. Mais si en plus on ne vous retrouve pas, eh bien on ne pourra jamais l'utiliser parce que du coup, ce serait une œuvre orpheline et donc on ne pourra pas réutiliser ce contenu. Donc une difficulté par rapport à certains usages du numérique, c'est que le copyright et le droit d'auteur est devenu automatique pour toutes les productions. Autre difficulté, c'est la durée de protection qui va largement augmenter, puisque ce concept de protection va en fait débuter en 1710 sous le règne de la reine Anne en Angleterre, qui a eu une durée assez courte de règne. Les éditeurs commencent à avoir des moyens de production intéressants avec la presse de Gutenberg, etc. Décident de payer des auteurs pour produire du contenu et donc vendre des livres, et puis se rendent compte que d'autres éditeurs peuvent très facilement copier finalement le livre, et on est face réellement à une concurrence déloyale. Donc ils vont voir la reine Anne à l'époque et demandent une protection à vie sur le prix du livre qu'ils souhaitent vendre. Et la reine Anne, dans sa sagesse, va effectivement... alors j'ai pas une... non, c'était ici. Va effectivement statuer et instaurer une loi pour protéger les éditeurs. Sauf que elle va, ça ne va pas s'appeler une loi réellement centrée sur le copyright, mais ça s'appelle un Act for Encouragement of Learning. L'idée pour elle, c'est qu'il y a un équilibre en fait. C'est-à-dire que l'éditeur demande une protection sur son livre et la loi lui occure 7 ans de protection sur le prix du livre et sur la copie du livre. Si l'éditeur estime que 7 ans plus tard, il peut encore faire de l'argent, il peut redemander à nouveau une protection de 7 ans. Donc en fait, on a 14 ans maximum de protection. Mais au bout de 14 ans, l'œuvre doit retomber dans le domaine public pour qu'il y ait une concurrence sur le prix de l'œuvre après 14 années d'exploitation commerciale et surtout pour que davantage de public puisse aussi s'éduquer, puisse profiter de cette connaissance, de ces créations, etc. Donc pour la reine Anne, l'idée c'est qu'il y a un équilibre entre les intérêts privés et l'encouragement à la création de contenus intellectuels, artistiques, etc. Et d'autre part, les biens communs et l'éducation d'un maximum de gens. Et c'est ça qui va évoluer dans le temps, puisque si on se positionne aujourd'hui, donc aujourd'hui, c'est 70 ans après la mort de l'auteur, 95 ans après la divulgation de l'œuvre selon le contexte, et c'est quelque chose qui est sans fin, parce que la durée du copyright augmente de plus en plus. La dernière fois qu'il a augmenté, c'est en 98, avec une augmentation de plus 20 ans, ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis 98 dans les pays anglo-saxons, il n'y a plus rien de nouveau qui rentre dans le domaine public. Et il est très probable qu'en 2019, où pourrait rentrer à nouveau des contenus dans le domaine public côté États-Unis, il est très probable que cette durée soit encore augmentée, parce que les lobbies et les éditeurs des grands groupes ne souhaitent pas que des acteurs aussi importants que Mickey Mouse tombent dans le domaine public. Et c'est l'acte de 98 qui est un acte d'extension du copyright. De façon péjorative, on l'appelle aussi le Mickey Mouse Protection Act, parce que les grands éditeurs ne souhaitent pas que ce type de contenu rentre dans le domaine public. La grosse difficulté, c'est que du coup, plus rien ne rentre dans le domaine public. Et donc, on ne peut plus vraiment se baser sur des contenus contemporains pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Donc le domaine public existe, mais il n'y a plus grand-chose de neuf qui tombe dans le domaine public, surtout côté anglo-saxon. Et si vous faites une recherche sur les livres qui sont vendus sur des grandes plateformes comme Amazon, vous allez voir qu'il y a des trous. Il y a beaucoup plus de livres qui sont produits au XXe siècle qu'au XIXe siècle, c'est normal. Donc ce qu'on voit ici, c'est que dans les années 2000-2010, enfin la dernière décennie, on a beaucoup de livres qui sont disponibles. Et ensuite, très très vite, on a beaucoup moins de livres qu'on peut acheter sur les plateformes ou chez les éditeurs. Par contre, les livres qui sont dans le domaine public à une période où le domaine public était encore relativement court,
vous pouvez les acheter en ligne, et pas des livres utilisés, des livres neufs qui sont encore édités finalement par des éditeurs. Ça veut dire qu'on a toute une partie, en fait, on a toute une diversité de ces livres-là qui ne sont plus accessibles une fois qu'ils ont dépassé leur rendement commercial. On ne peut plus facilement les acquérir. On a aussi tout le problème des œuvres orphelines, hein, des auteurs qui ne sont, qu'on n'arrive plus à retrouver et qui de toute façon sont aussi protégés automatiquement et donc qu'on ne peut plus utiliser. Et d'un autre côté, en parallèle, on a un usage du numérique qui fait qu'aujourd'hui, les créations explosent dans tous les sens. On a tous des appareils photo qui sont capables de prendre des photos, enfin des smartphones on prend des milliards de photos, des vidéos aussi. On a tous ces outils liés à la création et on a toute la flexibilité du numérique, puisqu'on peut très facilement aussi faire des copier-coller avec le numérique, qu'on ne pouvait pas faire avec des cassettes VHS et autres à mon époque. Et on a des phénomènes culturels qui n'existaient pas justement à mon époque, comme par exemple toute la culture des remixes et des mash-ups, qui consiste à se réapproprier des contenus. Alors, à mon époque, dans mes années collège, c'était les années 80, c'était Michael Jackson qui était populaire, et il y avait aussi des vidéos, hein, c'était les premières vidéos finalement de clips musicaux, et puis c'était à peu près tout. Par contre, si maintenant vous regardez l'époque actuelle, et si on va voir un peu les gens populaires dans la musique, on va par exemple voir ces deux-là, Psy qui est un coréen, et Happy de Pharrell Williams. Donc ça c'est juste une chanson. Si vous tapez le nom de la chanson et University dans YouTube, vous allez trouver des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de jeunes, des natifs du numérique, qui vont prendre la musique en question, qui vont se la réapproprier, qui vont faire leur propre version. Par exemple, dans le Happy de Pharrell Williams, vous avez une quantité phénoménale de clips où les natifs du numérique créent leur propre version de ces musiques-là. Donc pour eux, c'est tout à fait normal d'essayer de se réapproprier des choses qui existent et puis d'en faire quelque chose soit de nouveau, soit de faire leur propre version. Et parce que le numérique permet ça. Alors que dans le XXe siècle, je ne pouvais pas faire ça avec une cassette VHS, et puis j'avais pas non plus de caméscope, donc je ne pouvais pas le faire. Et donc on n'a pas cette explosion en fait, d'usages qui sont liés autour du numérique. Donc les Creative Commons, elles vont vraiment se naître de la confrontation de ces choses-là. Et contrairement... alors, Laurence Lessig connaît aussi la puissance des lobbies, donc il ne va pas essayer d'aller directement contre les lobbies. Il va vraiment s'appuyer sur le copyright et le droit d'auteur, et puis inviter les gens ou les institutions qui souhaitent permettre facilement certains usages, d'un point de vue légal, de pouvoir le faire facilement. Et aujourd'hui, on a énormément de contenus qui sont en Creative Commons et qu'on peut se réapproprier facilement. Et le futur aussi n'est pas forcément très brillant par rapport à ce qu'on va pouvoir faire ou pas par rapport aux œuvres. On a une véritable explosion de l'intelligence artificielle. Si vous allez, moi j'utilise YouTube un petit peu et j'ai mis des ateliers que j'ai réalisés où j'ai fait une citation courte par exemple d'une vidéo TED et YouTube le voit directement et soit m'enlève la vidéo, soit m'impose une publicité au profit des ayants droit. Donc tout ça, tous les usages qu'on prend comme étant acquis parce qu'on l'a toujours fait et finalement ça n'a jamais posé beaucoup de problèmes, aujourd'hui ça pourrait disparaître aussi du jour au lendemain parce que l'intelligence artificielle est tout à fait capable d'interdire les usages à la source. Je ne sais pas si vous connaissez un film pas très brillant avec Sylvester Stallone qui s'appelait Judge Dredd. Et dans ce film, on a un juge qui est aussi un exécutant. C'est un super-héros, enfin je ne sais pas si c'est un super-héros, enfin c'est un personnage de la culture comics américaine. Finalement, le futur, ça pourrait être Judge Dredd, sauf qu'à la place d'un humain qui serait capable de faire du cas par cas pour estimer ce qu'on veut autoriser ou pas en usage, ça devient un robot et ça devient de l'intelligence artificielle qui est capable d'enlever automatiquement les contenus ou de les réguler à la source. Alors, dans le cadre français, il y a quand même des exceptions pédagogiques qui existent
pour l'utilisation de contenu, donc dans le cadre des universités ou des écoles. C'est un petit peu complexe et je vous ai mis un lien qui vous explique un petit peu ces exceptions ici. Alors pourquoi ça peut être intéressant d'utiliser ou de soutenir ces principes de Creative Commons? Parce que comme vous le verrez, on peut trouver facilement des contenus réutilisables. Quand je fais des présentations sous forme de diapos, en général toutes mes diapos, je les trouve en Creative Commons, et puis je cite simplement les auteurs et la source, et je peux le faire très rapidement, je n'ai pas besoin de leur demander l'autorisation. En général, on est pressé, c'est pour le lendemain qu'on a un cours à faire, et on veut pouvoir savoir ce qu'on a le droit de faire ou pas avec. C'est parfois une façon aussi de mieux protéger des contenus si votre objectif n'est pas forcément commercial, puisque pour bien protéger ces contenus, c'est surtout de pouvoir prouver la paternité de ce que vous avez créé. Et plus vous ouvrez et diffusez largement un contenu en pouvant facilement mentionner les auteurs du contenu, plus finalement on assoit sa paternité sur les contenus. Ça peut être une façon aussi de communiquer à bas coût, et c'est ce qu'ont fait beaucoup les universités anglo-saxonnes, notamment le MIT, qui est peut-être la première université à avoir utilisé les Creative Commons. Au début du siècle, ils ont ouvert leurs cours et leurs supports de cours, et ça s'appelle le Open Courseware, et c'était bien avant les MOOC. Et lorsqu'ils ont ouvert tous leurs supports de cours et leurs cours, ils les ont mis sous une licence Creative Commons qu'on trouve en bas ici. D'ailleurs, on voit le petit logo. Donc c'est une licence, dans ce cas, qui est non commerciale. Donc vous ne pouvez pas reprendre le cours. Enfin, vous pouvez le prendre avec vous et le diffuser vers vos étudiants si vous voulez, mais vous ne pouvez pas le vendre. Et si vous faites des modifications, vous pouvez en faire parce qu'il n'y a pas de contrainte qui vous interdit de faire des modifications. Vous pouvez faire des modifications, mais si vous le faites, vous devez le faire, et vous devez ensuite publier ou diffuser le contenu sous la même licence Creative Commons que eux ont choisi. Et du coup, ces cours se sont diffusés. Ouais. J'en cite peut-être, mais là par exemple, donc, si je prends un des cours, je prends un petit slide parmi la centaine de slides que j'intègre dans mon cours forcément doit suivre cette licence parce qu'il y a un slide. A priori oui, c'est pour ça que je n'aime pas beaucoup en fait cette clause parce qu'elle est effectivement virale. Parce que du coup, si à côté j'ai un autre slide qui a une licence GNU ou je sais pas quoi, où il y a aussi du share alike, comment on fait? Ça se mélange pas? Ouais. Alors, si c'est dans un cadre éducatif, vous avez peut-être le droit de citation qui pourrait s'appliquer, parce que vous ne prenez qu'une partie, mais ça, ce serait que dans un cadre, enfin, non, même pas dans le cadre, même pas éducatif. Mais je crois, effectivement, personnellement, je n'utilise pas les share alike, parce qu'il y a cette indétermination sur la viralité du contenu. Ce que je recherche quand j'utilise des images ou d'autres contenus, je recherche surtout des contenus où il y a juste besoin d'attribuer les choses. Et on verra dans les publications de recherche, notamment le Public Library of Science, c'est que des attributions qui sont demandées en fait. Il n'y a pas de viralité sur le contenu. Mais c'est vrai que c'est un problème. C'est aussi une difficulté des Creative Commons. Il y en a plusieurs, dont certaines sont effectivement incompatibles si on veut les mixer. Ouais. Et toujours c'est lié, si plutôt que de prendre un slide, je prends juste une phrase. Est-ce que la phrase, je change la police, je change le style autour, etc., est-ce que c'est toujours protégé? Alors à mon avis, là vous pourriez le faire parce que là ça rentre vraiment dans le droit de citation et les Creative Commons se basent sur le droit d'auteur et sur le copyright. Ils ne supplantent pas en fait le copyright, ils donnent simplement des droits en plus par défaut, mais là vous rentrez dans le cadre de la citation. Si vous mettez une phrase entre guillemets et que vous donnez la source, vous êtes de toute façon dans le droit de citation et Creative Commons n'a pas la possibilité de override, enfin d'enlever ça. Non, dans ce cas-là, non. C'est surtout l'image qui est complexe en fait. Les droits sur l'image et la vidéo sont beaucoup plus complexes que celles sur du texte. Donc, on en était ici. Ça peut être aussi une meilleure utilisation des fonds publics. Par exemple, aux États-Unis, les recherches dans le domaine de la santé qui sont financées sur des biens publics, le gouvernement américain, enfin la loi américaine demande à ce que les publications soient dans le domaine public. Ce qui semble finalement normal et de bon sens. Et en général, c'est une licence Creative Commons attribution qui est utilisée. Et puis ça permet aussi de rééquilibrer un petit peu les intérêts privés et publics, puisque comme on voit qu'il y a quasiment plus de contenu, en tout cas aux États-Unis, qui rentre dans le domaine public,
c'est la possibilité pour les auteurs qui le souhaitent de redonner certains usages possibles à un public plus large. Alors les licences en question, dont on avait vu rapidement les icônes, elles sont sur le site Creative Commons France, et il y a une page qui les décrit. Si vous voulez des boissons, etc., n'hésitez pas, hein, vous avez du café, du jus d'orange, etc. Donc il y en a 6 et elles sont ici, et vous verrez qu'elles sont créées automatiquement en répondant à 2 questions, on le verra après. La première question c'est est-ce que vous autorisez un usage commercial ou pas? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous autorisez une modification ou pas? Et ensuite, est-ce que vous voulez mettre une clause virale? Enfin, est-ce que vous voulez que ce soit réutilisé de la même façon que vous avez choisi? Et quand on répond à ces 2 questions, plus la petite option, on aboutit en fait à 6 licences. Il n'y en a pas plus. Enfin, il y en a d'autres, mais qui sont moins connues. Donc, il y a la licence attribution. Là, il faut juste citer l'auteur, et vous verrez qu'il y a tout plein de moteurs de recherche qui vont vous permettre de trouver des contenus qui sont que attribution. Il y a une licence attribution, pas de modification ici. Ici c'est attribution, pas d'utilisation commerciale et pas de modification. Ici c'est attribution, pas d'utilisation commerciale, attribution, pas d'utilisation commerciale, et si vous modifiez le contenu, il faut que ce soit sous la même licence. Donc là c'est viral. Et là, c'est attribution, et si vous modifiez le contenu, il faut que ce soit sous la même licence. En général, moi, effectivement, celle que je préfère, c'est celle-là. Bon, après, on peut comprendre que dans certains cas, par exemple sur un texte, je ne sais pas moi, politique, idéologique, etc., qu'un auteur ne souhaite pas que le texte, par exemple, soit modifié. C'est pour ça aussi que c'est flexible. Il y a d'autres licences, mais qui sont beaucoup moins visibles en France, et que je ne recommande pas forcément. Mais vous tomberez peut-être sur une licence qui s'appelle CC0. Là, vous n'avez même pas besoin de citer l'auteur. Normalement, dans le droit français, il y a le droit moral qui impose justement de citer l'auteur. Et puis, on peut aussi marquer un contenu comme appartenant au domaine public. Donc, c'est plutôt pour des contenus qui sont anciens, pour aider à les retrouver plus facilement, mais rarement pour ses propres contenus. C'est surtout les 6 licences qu'on a vues juste tout à l'heure qui sont les plus visibles et les plus utilisées. Excusez-moi, c'est quoi la différence entre CC0 et domaine public? Domaine public, c'est plutôt pour des anciens contenus dont vous n'êtes pas l'auteur, mais que vous identifiez comme étant dans le domaine public et dont vous voulez augmenter la visibilité et le fait d'être retrouvé par les moteurs de recherche en les taguant en fait comme étant dans le domaine public. Donc, il y a une page avec toutes les questions-réponses par des gens qui sont plus doués que moi sur la propriété intellectuelle. Donc, sur le Creative Commons, toutes les questions importantes sont répondues ici en anglais, et vous avez la même chose en français, mais beaucoup plus compacte et avec moins de questions sur le site français, qui met un peu plus de temps à répondre ici. Alors, rechercher des contenus. Est-ce que c'est apparu? Oui, c'est là, les questions-réponses. Ils ont aussi une liste de diffusion et vous pouvez les contacter si vous avez des questions précises. En fait, l'adaptation au droit français a été faite par le CERSA, qui est une instance du CNRS. Alors, rechercher des contenus, il y a plusieurs possibilités. Si vous allez sur le site, alors je vais peut-être enlever des choses. Si vous allez sur le site Creative Commons France, org.org, il vous montre déjà un certain nombre de sites sur lesquels on peut chercher des contenus, que ce soit des images, des vidéos, des morceaux sonores, du texte, mais ce n'est pas du tout exhaustif. Et puis vous pouvez y aller aussi directement. Même si vous faites une recherche Google, si par exemple je fais Strasbourg, et ensuite je vais voir les images, et si je regarde les outils de recherche, vous pouvez aussi demander à ce qu'il fasse une recherche d'images en fonction des droits qui sont connus sur les images. Par exemple, si je veux with modification non-commercial, je vais prendre ça. Très souvent, c'est des licences Creative Commons qu'il va trouver. Parfois, il y a d'autres licences qui existent aussi. Et donc, il faut regarder. Par exemple, si je prends cette photo ici, je vois cette photo-là. Après, il va falloir que je la retrouve. Elle est ici. Et donc là, je vois par exemple cette photo.
elle est sur Creative Commons, attribution et partage dans des conditions identiques. Et là, Google il va chercher ces informations. Si moi je mets une photo sur Internet, ouais. Il connaît où l'information Alors, en général, ils vont les chercher dans des grands sites qui existent déjà. Donc en fait, Flickr, YouTube, enfin Wikimedia Foundation, etc., parce qu'elles sont déjà taguées. Mais on peut aussi, il y a un petit outil qui permet aussi de taguer les contenus et de rajouter des métadonnées. Ouais, on le verra tout à l'heure dans la partie publiée. On peut rajouter des métadonnées sur du contenu. Pour les images, il y a Flickr. J'utilise beaucoup ce site-là pour trouver des images. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a des millions, des photos. Et en général, je n'ai pas de problème pour trouver des images pour illustrer mes présentations. On peut même les chercher aussi par couleur, si c'est important pour vous. En tout cas, si je cherche un mot-clé, ensuite je peux chercher par licence. Et donc, je peux chercher dans toutes les Creative Commons, ou bien je peux chercher, j'aimerais usage commercial et puis modification autorisée, par exemple. Et là, je vois par exemple, cette photo, je pourrais la réutiliser. Si je clique dessus, je vois que effectivement, elle est publiée sur une licence Creative Commons qui est ici. On retrouve le petit logo. Et si je clique dessus, voilà, je peux faire ce que je veux avec. La seule chose qu'on me demande, c'est de citer l'auteur. Par contre, si vous le voulez en français, il y a français aussi, ici. Voilà. Alors après, si votre objectif c'est de l'utiliser vraiment d'un point de vue commercial en faisant 1 million de publications, de livres, etc., le mieux c'est quand même de s'assurer d'envoyer quand même un email à la personne pour être sûr que son intention était bien celle-là et qu'il n'y aura pas de problème. Parfois il y a des problèmes où les gens n'ont pas bien compris ce que c'était les Creative Commons, etc. Mais en général c'est juste un problème de communication et d'éducation. Mais en général ça se passe très bien. Pour ma part, j'en ai aussi beaucoup de photos en Creative Commons. Et parfois les gens me disent qu'ils l'ont utilisé, ce qui est super. Et puis parfois ils ne me le disent pas. Mais quand je tape mon nom, je trouve mes photos un peu partout. Et elles ont été utiles à d'autres. Et comme je n'ai pas vraiment d'usage commercial de mes photos, en tout cas c'est pas mon objectif, ça augmente un petit peu mon e-réputation dans le sens où j'écris des petites choses rapides qui ont pu être utiles finalement à d'autres. Et j'en ai pas mal aussi qui ont été réutilisés par la Wikipédia. Et ils ne m'ont même pas demandé, ils ont vu que c'était sur cette licence-là et puis ils les ont utilisés et intégrés à la Wikipédia. Dans le domaine de la recherche, on avait dit que dans certains domaines financés, notamment par les fonds publics, maintenant il faut publier disponible à tout le monde. Et une publication qui devient assez importante, c'est le Public Library of Science, où on trouve tout plein de publications sous Creative Commons, Term of Use, et tout est sous licence Creative Commons attribution sur ces sites-là. Et donc on peut chercher les différents thèmes de recherche, différents mots-clés, et on va tomber sur des articles. Et les articles, on a un certain nombre de métriques sur l'utilisation, sur les citations, les partages, etc. Et puis on retrouve l'information sur le copyright. Et donc Creative Commons attribution, il suffit de citer et puis on peut faire ce qu'on veut de l'article. On peut aussi trouver des contenus vidéo sur YouTube. Quand on publie un contenu sur YouTube, on peut aussi définir une licence, soit la licence YouTube standard, soit une licence Creative Commons. Donc par exemple, ici, je ne sais pas ce que c'est, où est-ce que je vois la licence. Celle-ci, je pourrais la réutiliser à condition de citer licence de paternité. Ouais, citer l'auteur et je pourrais la réutiliser dans n'importe quelle création, qu'elle soit commerciale, dérivative ou pas. Les gens qui aiment bien TED, moi j'aime bien TED, on le sait rarement, mais c'est aussi sous Creative Commons. Donc TED.org, ce sont des vidéos assez courtes, d'une vingtaine, 18 minutes maximum. Et donc c'est non commercial et non dérivatif. Mais ça veut dire que vous pouvez le prendre à n'importe où et le montrer dans une classe ou autre part. Donc ça c'est TED. Et la Wikipédia aussi qui a changé de licence. À l'époque c'était une licence libre. Et ils ont pris la licence qu'on a vue tout à l'heure. Et puis il y en a tout plein d'autres partout. Donc en fait quand vous mettez un contenu sur un site comme Flickr, YouTube, etc., quelque part il y a l'option de pouvoir choisir une licence Creative Commons.
Alors, je ne sais pas si je vais sur Flickr. Est-ce que je suis connecté si je fais upload? Non, je ne l'utilise plus beaucoup. Il faudrait que je trouve une photo pour vous montrer ça. Je vais prendre plutôt une photo qui est existante, ce sera peut-être plus rapide. Si je vais ici, là j'avais choisi une licence attribution, on peut faire ce qu'on veut, mais vous voyez que là vous avez un menu déroulant et puis vous pouvez décider en fait de l'usage que vous voulez laisser aux gens. Voilà. Quoi d'autre? Alors publier des contenus cette fois-ci, si vous avez créé quelque chose et que vous voulez autoriser certains usages, sachant que ça peut avoir un intérêt. Vous pouvez soit utiliser les sites sur lesquels vous mettez des contenus, donc Flickr, YouTube et autres, et sélectionner la licence qui vous va bien, c'est le plus simple. Ou si vous le faites sous vos propres pages web ou sur des choses qui n'ont pas d'outils automatiques, vous pouvez créer une licence sur creativecommons.org. Et à ce moment-là, il faut répondre à ces deux questions. Alors, vous souhaitez autoriser le partage des adaptations de votre œuvre? Oui, non. Oui, sous condition de partage dans les mêmes conditions. Donc en fonction de ce que vous allez répondre, ça va changer ici la licence en bas, qui est automatiquement créée. Autorisez-vous les utilisations commerciales de votre œuvre? Oui, non. Et ça change donc la licence. Donc du coup, vous avez cette petite icône que vous pouvez mettre où vous voulez. Et pour les gens qui savent éditer une page web, vous pouvez rajouter la licence directement dans la page pour aider en fait les moteurs de recherche à trouver les contenus qui peuvent être utilisés et donc augmenter la visibilité des contenus. Et on peut choisir aussi l'icône si vous voulez une icône. Voilà un petit peu ce système. Est-ce que ça vous parle? Vous en avez déjà rencontré des licences Creative Commons ou vous avez des projets par rapport à ça? Il y a des contenus que vous souhaitez peut-être publier Justement, c'est que pour les documents, c'est pas pour les codes informatiques, pour un logiciel. Ouais, c'est beaucoup moins utilisé pour le logiciel. Ouais. Il vaut mieux éviter, parce qu'il y a des projets qui existent en Creative Commons d'un point de vue logiciel, mais en fait ça n'a pas pris, et puis c'était pas l'objectif initial. Parce qu'en fait le logiciel était déjà très très bien couvert en fait, par des licences existantes qui fonctionnent bien. Et déjà il y en a beaucoup, donc c'est pas la peine d'en rajouter encore. Ouais. C'est compliqué, hein, toutes ces histoires de propriété intellectuelle, de ce qu'on a le droit de faire ou pas. Voilà, si vous n'avez pas de questions, et si vous en avez par la suite, n'hésitez pas, et surtout n'hésitez pas à prendre du café, de la boisson, des jus. C'est une question un peu tôt aussi. Et si on met un document en PDF sur Internet sans licence, et puis dans un an, parce que là je me suis rendu compte, j'ai oublié de mettre la licence. Donc là je vais mettre la licence sur le PDF. Ouais. Du coup mon document il est sous quelle licence? Dans le domaine public parce qu'il n'y en avait pas avant et il est dans le... disons qu'avant, même si on ne pouvait pas vous identifier, il est protégé par le droit d'auteur. Ouais. Donc si on ne peut pas vous identifier, normalement on ne peut rien en faire. Et dès que vous mettez votre licence, à partir du moment où vous allez mettre votre licence, sinon il y a une protection. Ouais. Et par contre, si vous changez d'avis en cours de route, normalement, la personne qui a réutilisé le contenu, elle pourrait continuer à l'utiliser sous la licence précédente. Une fois qu'on a posé une licence, on ne peut plus y toucher. Ouais. Enfin, si, vous pouvez la changer. Mais simplement, si quelqu'un l'a utilisé dans un autre projet parce que c'était attribution et qu'il l'a modifié, normalement, vous ne pouvez pas lui dire que... mais bon, en général, ça se passe bien. Il suffit de dire j'ai changé d'avis. C'est une question de... Plus une question... En fait, c'est plus un outil de communication, les Creative Commons, pour encourager des usages, que vraiment une véritable protection juridique, parce que même s'il y a une confrontation juridique qui se passe, en fait, les Creative Commons ne vont pas vous fournir un avocat qui va se défendre à vos côtés. Vous serez obligé de prendre votre propre avocat et de faire valoir vos droits, etc. C'est plus pour essayer d'encourager des usages, et ça, certains intérêts, en termes de communication, en termes de réputation, etc. Donc, dans un contexte qui est vraiment complexe d'un point de vue de
de copyright, de droit d'auteur et tout ça. Et la licence est valable pour l'ensemble du document ou est-ce qu'on peut nuancer? C'est l'inverse de la question qui a été posée tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai un document, une partie, je ne souhaite pas que ça soit commercialisé, usable. Oui. Une autre partie, à l'inverse, je la laisse ouverte. Est-ce que je peux mettre 2 licences sur un même... Sur un même document unique? Par exemple, vous parliez des pages web tout à l'heure. Une page web est une page que j'ai récupérée quelque part. Donc là, et par contre, l'autre, c'est moi qui l'ai créé. Ou c'est un contenu que j'ai créé. Est-ce que je peux nuancer? Oui, oui. Normalement, oui, ça dépend s'il y a des... Mais par exemple, moi, j'ai beaucoup de photos qui sont juste en attribution et qui ont été réutilisées sur tout plein d'articles qui, eux, sont full copyright. Et ça, ils ont... Donc, ça va... Le fait qu'il n'y ait pas la contrainte share alike, le fait d'entraîner à ce moment-là, oui, ça pose pas de problème. Ce qui est difficile. Nuancer selon les parties d'un article ou d'un... Ouais, s'il n'y a pas de problème de compatibilité, oui, ça on peut... Ok, ben, merci pour votre attention et n'hésitez pas encore. Merci. Et désolé pour le retard. Merci.